Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bonjour, c'est Styr ici. Je profite que Sectaire soit parti pour m'emparer du micro de Roll Your Fool dans une petite série de podcasts qui seront donc des suppléments à part et qui vont se consacrer à un sujet qui aurait été compliqué peut-être de traiter dans un numéro entièrement consacré à ça, à savoir les mécaniques dans le jeu de rôle. Oui, on va parler règles, mais pas des règles pour savoir si finalement telle arme fait plus que de dégâts que telle autre, ou si le placement d'un mètre 50 permet réellement de boire une potion, mais plutôt les règles dans ce qu'elles peuvent apporter à la narration. Bienvenue dans Mécanique narrative. Alors, les mécaniques narratives, elles ne sont pas récentes. En fait, elles ont commencé dès le début du jeu de rôle avec Donjons et Dragons, et c'est justement sur l'une de ces mécaniques narratives par lesquelles on va commencer. Je parle de l'alignement. Alors, ceux qui sont familiers avec Donjons et Dragons connaissent ce principe d'alignement. Tous les personnages, monstres, créatures intelligentes de l'univers de Donjons et Dragons ont un alignement qui vont de loyal bon à chaotique mauvais, et le spectre qui se trouve dedans entre en étant non aligné. Les premiers Donjons et Dragons, d'ailleurs, n'avaient que 3 alignements. Vous pouvez être loyal, neutre ou chaotique. Et rapidement, la série s'est étoffée en rajoutant des petites variations, un spectre. Très souvent, ces alignements ont été perçus comme étant soit globalement inutiles, soit trop contraignantes, ou reflétant une morale, finalement, qui est un peu la morale américaine des années 80, et qui ne correspond pas réellement à un intérêt dans un univers médiéval fantastique. Alors, pourquoi ces alignements existent, et finalement, pourquoi ont-ils été pensés ? Si on regarde dans le guide du maître, le guide du joueur de la première édition, de la Donjon Dragon basique, le livre rouge, on nous dit que 3 philosophies guident les actes des personnages et des monstres. Chacune d'entre elles est appelée alignement. Chaque alignement possède son langage propre, se compose de signes gestuels et de mots de code. Les personnages savent toujours parler le langage d'alignement, en plus des autres langues. On voit ici que le monde est clairement divisé entre les différents alignements. Les monstres mauvais sont capables de se parler entre eux, les personnages loyaux sont capables de parler entre eux, et ainsi de suite. Et à cela vont se rajouter d'autres mécaniques. Ainsi, le personnage du prêtre va avoir des sorts qui ne vont affecter que des personnages mauvais. Et inversement, effectivement, nous allons avoir des monstres qui vont pouvoir affecter que des personnages bons. Du coup, cela va forcément orienter ma manière de jouer. Si je joue un personnage bon et que je vais avoir un avantage tactique face à une créature mauvaise, je vais en profiter. Je vais me montrer plus entreprenant, plus héroïque, parce que je sais que les règles sont de mon côté. Inversement, si je sais que j'ai affaire à un anti-paladin, qui lui-même va avoir ses mêmes bonus, j'aurai tendance à me montrer plus prudent. L'évolution de Donjons et Dragons a amené donc de la variation, on va se retrouver avec des personnages loyaux mauvais, chaotiques neutres, etc. Mais elle a aussi tendance un peu à tempérer cette approche très dirigiste. C'est fini maintenant le fait que les personnages loyaux soient capables de se parler entre eux. L'alignement est vraiment une question d'orientation morale d'un côté, puisqu'on va parler bon, mauvais ou neutre, mais aussi son positionnement par rapport à la société. Et il va y avoir des vraies réflexions autour de ça. Alors, les réflexions en elles-mêmes ne m'intéressent pas, parce que comme elles sont dites, elles sont d'abord histoire, c'est de l'ère du temps. D'un côté, c'est aussi lié à des choses culturelles. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est sur le plan technique. Qu'est-ce que ça va changer pour le joueur ? On a dit, effectivement, il va y avoir des mécaniques, des sorts qui vont jouer là-dessus. Mais il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont être importants, parce que dans votre groupe, vous allez peut-être être confronté avec des personnages qui ne sont pas loyal bons, ou qui ne sont pas chaotiques mauvais, et vous allez avoir peut-être tout le spectre. Le voleur chaotique neutre, je ne sais pas moi, le ranger qui va être plutôt chaotique bon, etc., etc. Alors, à nouveau, quel est l'intérêt de cela ? En quoi cela va jouer ? Eh bien, pour moi, cela renvoie en fait à une des volontés toujours propres de Donjons et Dragons d'être avant tout un jeu de rôle un peu didactique, c'est-à-dire le JDR que l'on met entre les mains des premiers joueurs, et donc de fournir quelque part une sorte de piste narrative à votre personnage. Vous êtes face à une situation, qu'est-ce que vous allez faire ? Et dans cette situation-là, le premier manuel du joueur donnait des pistes par rapport à ça. Ils imaginaient une situation avec des recommandations. Un groupe de personnages est attaqué par un grand nombre de monstres, la fuite est impossible, à moins que les monstres ne soient ralentis.
Le personnage loyal va se battre pour protéger le groupe. Le personnage neutre va évaluer le risque et aura tendance, en fonction du risque, de ne pas se mettre en danger. Le personnage chaotique, lui, ne va pas réfléchir aux conséquences de ses actes et pourra abandonner ses compagnons s'il le souhaite. Et donc, il faut voir effectivement ces alignements comme une manière, finalement, des outils de mise en scène pour des personnages débutants, voire peut-être aussi des meneurs débutants. Est-ce que le monstre, face à ces joueurs-là, va agir ou il va laisser passer? C'est donc en fait des outils qui pour moi ne sont pas forcément utiles pour des meneurs et des joueurs expérimentés, mais qui dans la création, dans l'optique d'un petit groupe de joueurs débutants peuvent avoir un sens. Et il va y avoir effectivement les conséquences mécaniques de cet outil. On l'a dit, vous allez avoir des bonus, vous allez avoir des malus en fonction de cela. Et à nouveau, cela va entraîner une construction de l'univers qui va aller dans ce sens-là. Les forces du bien s'opposant aux forces du mal, les neutres qui n'ont l'avantage de ne pas avoir de malus face aux autres, mais n'ont pas non plus de bonus, vont servir d'arbitre, et très souvent, l'univers va se construire comme ça. Si vous regardez les royaumes oubliés, vous allez très souvent retrouver des royaumes qui vont être estampillés bons, le royaume de Cormyr par exemple, des royaumes estampillés mauvais, Tay par exemple, et entre les deux, souvent des royaumes neutres qui servent un peu d'intermédiaire, de tampon, et qui vont jouer ici, on va dire, d'articulation dans cet univers-là. Donc l'alignement ici a été conçu en fait pour permettre de construire finalement des mécaniques relationnelles, de les rendre plus faciles pour sa compréhension. Et alors, du coup, quel est l'intérêt? Eh bien, en fait, l'intérêt, c'est que justement, une mécanique, si on prend au sens strict du terme, c'est quelque chose qui force la pièce qui est prise dans une mécanique, la pièce qui est dans un engrenage, elle est obligée de suivre l'engrenage, elle va se retrouver dedans. Et donc, quelque part, l'intérêt de cette mécanique, c'est de pouvoir faire en sorte que le scénario, finalement, suit son rôle, parce qu'on va rappeler aux joueurs, tu es quelqu'un de bon, tu ne peux pas faire cela, tu es un paladin, si tu ne joues pas dans ce sens-là, eh bien ton dieu va t'abandonner. Donjons et Dragons qui a initié cela très rapidement, eh bien on va le retrouver ça dans d'autres JDR, dans d'autres podcasts de Roll You Fool. On avait parlé par exemple des secrets de la 7e mer. On nous indique dès le début que vous êtes un héros, que vous respectez un certain code de l'honneur. Et en parlant d'honneur, la légende des 5 anneaux du même auteur, John Wick, a exactement le même principe. On impose aux joueurs dès le début un code. Et c'est des choses qu'on va retrouver ailleurs. Par exemple, chez les Jedi, dans Star Wars, et ainsi de suite. Donc, Donjons et Dragons, en créant cette mécanique-là, qui avait une vision qui pour moi était vraiment simplement didactique, qui devait permettre aux joueurs débutants comme aux meneurs débutants de construire une narration qui soit assez simple à prendre en main, à initier quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres JDR et dont certains vont vouloir s'affranchir au nom d'une liberté d'interprétation. Après tout, j'ai grandi, je n'ai plus besoin que l'on me dise j'ai joué comme ça. On va prendre effectivement une forme de liberté par rapport à cela. Et c'est là où justement, je pense qu'on a eu tendance un peu trop à frapper sur cet alignement. Parce que, au fond, quand je vais être confronté à les limites de mon alignement, quand le meneur de jeu va me dire « Non mais attends, tu es loyal bon, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas abandonner ton groupe, etc. » Je vais avoir deux possibilités. Soit je me plie à l'ordre du meneur en disant « Ok, d'accord, je change mon comportement, je fais ça, etc. » Mais je vais peut-être aussi réfléchir. Je vais peut-être me dire « Mais attendez, est-ce que finalement la manière d'agir de ce personnage-là ne peut pas être rationalisée? Est-ce que finalement dans l'action que je vais mener, cela ne peut pas servir le plus grand bien? Et finalement, cette mécanique, en offrant un cadre, elle va aussi inciter à pousser les limites du cadre, à interroger les limites du cadre, et aussi finalement à créer de la narration. Le paladin qui décide de briser son serment parce qu'il est peut-être plus important de sauver cette femme, quand bien même elle est mauvaise, ou la princesse, ou le méchant, peu importe. En rompant son serment, on devient peut-être un anti-paladin, et ainsi on va créer de la narration. Donc cette mécanique, elle a pour moi ici un rôle qui peut être un rôle narratif. Et pourquoi? Parce que tout simplement, elles vont pousser les joueurs qui ne sont pas des pièces à vouloir gagner un peu de liberté. Et finalement, n'est-ce pas là même la définition du jeu, à savoir une pièce qui refuse de suivre l'engrenage.
Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Styr. Nous nous retrouverons plus tard avec Sectaire dans notre podcast Roll Your Fool. C'était une production des studios Carton C qui produisent aussi Pragmastic, Hot Tech and Slow Burn et l'inénarrable Tu vas me niquer la batterie. Et je vous dis à plus.